Bonjour, bonjour. Bon après-midi, chers spectateurs. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue à cette huitième session de Spotlight. C'est un nouveau dimanche et nous sommes encore connectés aujourd'hui pour avec un nouveau thème. Spotlight. Je vais toujours le rappeler, c'est quoi Spotlight? Spotlight, c'est une émission axée sur l'entrepreneuriat. Et notre but à Spotlight est de mettre sous les projecteurs des personnes, des entrepreneurs, des personnes avec un parcours brillant qui peuvent inspirer et motiver la jeunesse africaine. Donc, nous allons toujours à la recherche des personnes qui peuvent apporter un plus, qui peuvent être des modèles pour nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, et qui peuvent les motiver à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, bienvenue. Je suis très ravie de vous avoir aujourd'hui avec moi. Je vais faire un rapide coucou à quelques personnes qui sont connectées. Coucou Sandra, ravie que tu sois là. Et merci pour le compliment. Tu es sublime également. De toute façon, tu es toujours sublime. Coucou à Vanina. Bienvenue, bonjour. Bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème qui est qui a été demandé, vraiment demandé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, qui veulent créer leur entreprise, qui veulent créer leur entreprise et qui vivent ici en Allemagne et qui parfois sont un peu sont bloqués par rapport à comment ça se passe de côté de l'administration, toute la paperasse, ce qu'il faut faire comme demande, les coûts et autres. Donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on invite un expert dans le domaine pour venir nous parler de la création et la gestion d'entreprise en Allemagne. Donc, aujourd'hui, nous avons invité Joseph Ngimatia, qui est juriste de formation et il est également CEO de son entreprise, Gimat Legal and Privacy Consulting. Donc, nous allons l'introduire tout à l'heure et il viendra nous entretenir sur le sujet de la création et la gestion d'entreprise en Allemagne. Donc, je vais... Alors, les personnes qui sont connectées, merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à taguer vos amis. Parce que peut-être vous connaissez autour de vous quelqu'un qui peut être intéressé par le thème. Donc, n'hésitez pas à partager. Et en parlant de partage, s'il vous plaît, n'organisez pas de watch party. Parce qu'en fait, la semaine dernière, on a eu, je crois que c'était 2 personnes qui ont organisé des watch parties. Et ces personnes avaient des questions. Sauf que nous, on ne pouvait pas voir les questions dans notre direct ici. Parce que le problème avec la watch party, c'est que quand vous organisez une watch party, toutes les questions que vous allez pouvoir avoir, ou alors les personnes qui seront connectées à votre watch party, toutes ces questions-là, nous, ici, nous ne pourrons pas voir ces questions. Donc, ça fait que les personnes n'ont pas eu de réponse à leurs questions et ont peut-être pensé qu'on a choisi ignorer leurs questions et pourtant, ce n'était pas le cas. On n'a juste pas vu ces questions. Donc, je vous prie, c'est l'idée, je veux dire, l'idée est très bonne, vraiment partagée, merci, mais veillez à ce que ce soit un partage normal, pas un partage watch party. OK. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je fais un rapide coucou encore à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Coucou Pierre. Pierre qui était un de nos invités il y a quelques semaines. Bienvenue, merci d'être là. Alors, je crois qu'on va lancer parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a un temps très strict et je vais commencer. Donc, je vais sans plus attendre introduire notre invité, Joseph Ngimatia. Bonjour, Joseph. Bonjour. Voilà, bonjour Francine. Comment tu plaisir. vas? Comment tu vas, Joseph? Je vais très bien.
un énorme plaisir de participer à ton émission. Un Moi, je suis énorme très honorée que plaisir. tu aies accepté notre Voilà, invitation. voilà. Non, mais pour moi, c'est un énorme plaisir, c'est un honneur en même temps, un privilège. Oh, Je profite pour te dire encore merci, Francine, pour ça. Et je salue tes nombreux téléspectateurs. je suis sûre qu'il te salue également. Alors, Joseph, tu vis en Allemagne, tu es juriste de Exactement. formation et tu vis dans quelle ville déjà de Je vis l'Allemagne? à Düsseldorf. Je vis à À Düsseldorf. Düsseldorf. Ouais. Ok. Et j'ai envie que tu reviennes. Je pensais en fait que tu allais te présenter avec ce nom-là parce que je t'attendais. J'ai vu sur certaines de tes posts, sur certaines de tes publications, tu as mis Molecac. Molecac, qu'est-ce que ça signifie, Molecac? Non, c'est Molekak. Ça se dit Ah, Molekak. ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça signifie, Molecac? En fait, avant que je n'explique ce que veut dire Molekak, je vais d'abord lancer une salutation en ma langue maternelle à tout ton charmant public et à tous ceux qui nous D'accord. écoutent ou qui nous écouteront. Donc, Après, tu me laisses Amouper, traduire, si je peux. voilà. Donc, Amouper Mutsum, moi, ça, te ouais. Mpenang me le kak, mpenang me mbweni, mpenang me nkoni. Moi, siakne te punza. Awele jo, ashone la ilajo. Mienzun na siakne ou me francine. Monsieur Agnew aussi. Mais vraiment, c'est tout ce que j'ai compris. Monsieur Agnew, ça veut dire je te salue. Non, je te remercie. Voilà. Je te remercie. Ah oui, voilà, je te remercie. Merci également à, je crois que c'était pour résumer, pour traduire, c'était juste un salut à tout le monde. Voilà. En fait, pour résumer ou alors pour traduire, j'ai dit je salue tout le monde, je vous Oui, salue tous et je vous prie d'être en paix, dans l'amour, dans la joie et dans la paix. ah Donc, d'accord. je vous remercie tous pour votre attention au courant de cette émission et je remercie également Francine. Voilà ce que j'ai dit en Yemba. Ok, merci infiniment, Joseph, merci. Le Yemba, c'est aussi ma langue, c'est aussi l'une de mes langues maternelles. Et je suis en apprentissage. Donc, c'est pour cela que je ne parle pas, que je n'ai pas tout compris. Mais je comprends quand même déjà une bonne partie et j'en suis fière. Ça viendra avec un peu de volonté, ça viendra. C'est pas compliqué. Merci, Donc, merci. pour revenir à la question de Moolekak, ça veut tout simplement dire le père de Lekak. Moolekak, ça veut dire le père de D'accord. Lekak. Et Lekak, ça veut dire la joie. Et Ah, ok. Lekak, en même temps, c'est le nom de mon fils, de mon premier fils. Mon premier fils s'appelle Lekak. Ah, ok. Waouh, quel bel hommage. Super. Maintenant, je sais Voilà, ce que ça signifie, le cac. Et oui, merci, Joseph. je t'en Alors, prie. dis-nous qui est, à part être le père de le cac, qui est Joseph Ngematia et qu'est-ce que tu fais? Dis-nous s'il te plaît. Voilà. Donc, une fois de plus, merci encore. Je suis Joseph Guimatia. On m'appelle aussi Moolekak depuis la naissance de mon fils, comme je viens de dire. Mhm. Je suis en Allemagne depuis une quinzaine d'années, on va dire comme ça. Et Oui. je suis juriste de formation, comme tu as bien su me présenter. J'ai étudié le droit au Cameroun d'abord, ensuite en Allemagne, avec un petit crochet en France, dans le cadre d'un programme d'échange d'une année à l'Université de Nanterre à Paris. Mhm. Et les études en Allemagne, je les ai faites principalement à l'Université de Potsdam et à la Hochschule de Wismar. Donc, après mes études de droit, je travaille très souvent comme consultant en interne dans les départements juridiques d'entreprise. Et j'ai fait tour à tour la Croix-Rouge à Berlin, OK. ensuite Ernst Young à Düsseldorf. Mhm. Et actuellement, je suis contract manager et ce qu'on appelle Data Privacy Officer à ThyssenKrupp.
OK. Donc, voilà ce que je fais comme boulot euh, régulier, je dirais. Mais à côté de cela, j'ai eu le temps, au fil des dernières années, de mettre sur pied une structure qui s'appelle GIMAT Legal and Privacy Consulting, que tu as bien présenté au début de l'émission, avec comme point de concentration le consulting légal, tout ce qui concerne les contrats et tout ce qui concerne la création d'entreprises, ainsi que OK. le droit du travail, le droit des sociétés. Et à côté de cela, un autre point assez important de mon organisation, c'est le conseil en matière de protection des données personnelles, ce qu'on appelle Ah, en d'accord. allemand Attends. Datenschutz, ou alors, D'accord. OK. voilà, les protections des données personnelles. Donc, et aussi un peu de sécurité de l'information, D'accord. Informationssicherheit. Donc voilà, en gros, les points centraux ou alors les points essentiels de mon entreprise que je fais de manière parallèle. Et je dois dire, c'est pas très différent de ce que je fais aussi de manière régulière chez mon employeur. D'accord. Wow, ton parcours est vraiment très, très, très impressionnant. C'est vrai que tu n'es pas quitté tu es vraiment resté fidèle à ce que tu as étudié. Jusqu'ici, on a eu Mhm. des personnes qui sont venues, qui ont complètement fait des études d'un autre domaine et se sont lancées dans l'entrepreneuriat dans un autre domaine. Et toi, tu es resté vraiment fidèle à ça. Et pourquoi est-ce que tu as voulu choisir, pourquoi est-ce que tu as choisi créer ton entreprise dans ce domaine? Oui, merci Quelles pour la quelles ont question. été tes motivations? Merci pour la question, Francine. En fait, en passant, Francine, c'est le prénom aussi de ma petite sœur, hein, de ma sœur cadette. Donc, chaque fois que je dis Francine, je pense aussi à elle. Et je Ah, profite pour la saluer d'accord. également. Merci. Voilà. Donc, comme je disais, Francine, en fait, j'ai voulu rester dans ce domaine parce que pendant mes années de travail pour mes différents employeurs, je me suis rendu compte que nous étions en train de travailler dans un domaine hautement sensible de la vie économique d'un pays. Quand je vois un peu la réalité et même l'histoire économique de l'Allemagne, l'Allemagne est basée en grande partie sur la force des petites et moyennes entreprises. Oui. Alors, conseiller ce genre d'entreprise pendant des années, et après, à un moment donné, je me suis demandé, mais que font, et la plupart, c'était des sociétés euh, allemandes, ou alors, voilà, disons allemandes, d'un certain calibre, d'un certain niveau, d'un certain poids économique en termes de capital social. Et puis, je me suis demandé, mais que font les entreprises qui n'ont pas cette force économique-là, qui n'ont pas ce poids, qui n'ont pas cette présence sur le marché? Comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Parce que les domaines dans lesquels nous conseillons et nous accompagnons les sociétés, ce sont des domaines essentiels de droit. Ça concerne la création d'entreprises, ça concerne l'observation de toutes les réglementations en vigueur, aussi bien sur le plan national, européen qu'international. Oui. Et je me suis toujours posé la question de savoir, mais comment font les autres qui n'ont pas accès à nous? C'est pour la raison essentielle pour laquelle j'ai décidé de faire une structure. Parce qu'après quelques recherches, je me suis rendu compte que la plupart avaient peur de se diriger vers des boîtes de consulting parce qu'ils avaient peur des prix qui étaient élevés, ou alors qui sont élevés en partie, Oui. mais Mhm. aussi ils avaient peur de toute l'image, de toute l'appréhension qu'on a autour des sociétés de consulting. Donc, si tu veux, j'ai décidé de faire une société de consulting pour ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas le courage de se diriger vers les grandes sociétés de consulting. Donc, voilà un peu ce qui m'a motivé à mettre sur pied OK. cette petite structure. Je préfère l'appeler petite structure. Tu es très modeste. Tu es très modeste, Joseph. Mais qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui... Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ça veut dire que tu offres tes services gratuitement ou quoi? Non, c'est pas que j'offre mes services gratuitement, bien entendu, c'est pas possible. Là, j'offre mes services contre rémunération, c'est clair, mais je tiens compte de beaucoup de facteurs. Et là, je vais profiter pour
t'informer ou alors informer ton charmant public, ton précieux public sur ce que nous faisons en fait. En fait, il s'agit des points assez essentiels, comme, OK. Attends, si tu le permets. oui, en fait, j'avais prévu dans ma structure parler de ton entreprise un peu plus tard dans l'émission. Donc, on reviendra OK, vraiment pas de dessus. souci. D'accord, Tu vas nous dire ce que ton entreprise offre vraiment comme service. Mais pour le d'accord. moment, maintenant, j'aimerais, pour ne pas trop sortir de mon cadre, sinon je suis perdue. J'aimerais je vais commencer, je vais dire, on va entamer la deuxième partie de cette émission qui est donc après ta présentation, parce que là maintenant tout est présenté, on a une meilleure idée de qui est Joseph Ngimatia. Et Mhm, j'ai envie d'entrer dans le thème spécifique, vraiment avec une question qui nous a été envoyée de Patrick. mhm. Patrick qui est à Fürth, c'est en Allemagne, c'est près de Nuremberg. Et il demandait pour quelle forme juridique opter si on veut créer une boutique en ligne. Donc là, on est dans le e-commerce. Qu'est-ce que tu dirais à Patrick? Voilà. Ce que je dirais à Patrick, par exemple, c'est ça dépend de ce qu'il veut faire. Parce qu'en Allemagne, la création des entreprises est beaucoup liée à certains facteurs déterminants, parmi lesquels l'objectif, ou bien disons le type d'activité à mener, OK. l'objectif visé, Mhm, le nombre d'actionnaires ou le nombre de participants à mhm. l'entreprise et l'option fiscale qu'on choisit. Parce que en OK. fonction de la forme sociétale, on est soumis à un régime juridique et un régime fiscal différent. OK. Mais si je veux aller sans trop faire des recherches, sans aller très au fond, je prends le cas d'un jeune monsieur ou d'une jeune dame qui veut créer une petite entreprise en ligne pour vendre des objets de fabrication artisanale, disons ça comme ça. Par exemple, oui. Euh, voilà, pour un capital assez modeste, pour un Oui. public assez restreint, Mhm. je dirais que la forme sociétale à adopter ici, c'est celle qu'on appelle la société individuelle en OK. français. D'accord? Donc, c'est une D'accord. forme de société qui permet d'avoir une procédure assez facile. Je rappelle que pour cela, l'enregistrement d'une société pareille se fait au niveau du service fiscal. Donc, on va au service fiscal ou alors au ministère des Finances, hein, Oui. Finanzamt, si on veut. Mhm. Et puis, on déclare qu'on aimerait faire du commerce, acheter et revendre des produits ou bien fabriquer des Mhm. produits à une échelle assez réduite. Voilà. Et OK. puis là, on reçoit une carte sur laquelle est inscrite ce qu'on appelle Umsatzsteuernummer oder OK. Umsatzsteuerkarte. Voilà. Je vais vous donner tout à l'heure le nom en français parce que la majorité des expressions que nous avons sont des expressions en allemand et qui sont souvent euh, qui ne sont On pas aussi traduit faciles à difficilement traduire. à traduire en français, oui, Voilà, oui, oui. en Oui. français. Mais j'ai quand même pris le soin de débaucher des traductions à ma manière pour expliquer cela. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. OK. OK. Tout à l'heure, tu as parlé de société individuelle. Le terme en allemand, c'est Einzelunternehmen, c'est ça? Voilà, justement, c'est ça en OK. fait. Peut-être parce que Voilà. moi, j'ai cette difficulté, par exemple, les mots que j'ai appris en allemand, je ne retrouve pas toujours la traduction en français. C'est vrai que Mhm. l'émission, c'est une émission en français, mais la personne vit en Allemagne et ce serait bien d'avoir aussi, peut-être, tu nous dis le terme en français et après, tu nous dis aussi ce que c'est en allemand. Justement, justement. D'accord. On parle de Einzelunternehmen et concernant le Umsatzsteuer dont j'ai parlé tout à l'heure, en français, ça s'appelle l'impôt sur le chiffre d'affaires. OK. D'accord. Donc, voilà comment on appelle cela en français. Ouais. OK. OK. Merci pour ta réponse. Je pense que peut-être Patrick aura, au fil de l'émission, il aura encore d'autres éléments qui vont apporter une meilleure précision à sa question en fonction de Mhm. ce qu'il veut. Parce que tu as parlé ça dépend du type d'activité, ça dépend de l'objectif et tout. Justement, Donc, je j'espère crois qu'à qu'il la a fin, pu. Oui, 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 vas-y. Non, vas-y.
Non, je disais que j'espère qu'à la fin de l'émission, on pourra laisser un contact au niveau des commentaires pour ceux qui auront besoin d'être conseillés par rapport à Oui. ça. Oui, dans tous les Euh, cas, ça ne va pas manquer. Ça ne va pas manquer. On Forcément, va, oui, nous allons laisser ton comme je contact. dis, voilà, parce que comme je dis, dans ce domaine-là, il faut être très méticuleux et il ne suffit pas de faire du copier-coller ou de dire j'ai vu tel fait telle chose, alors je fais la même chose. Non, il faut toujours laisser le soin par des experts de vérifier si certains éléments sont réunis et si Mhm. l'objectif qu'on souhaite atteindre est exactement celui qui est inscrit dans les documents pour pouvoir exactement décider de la forme sociétale. C'est bien de prendre cette D'accord. décision au départ. C'est vrai que Mm. pendant l'évolution de la société, pendant que la société évolue, on peut changer le régime juridique de la société ou Oui, alors son appellation ou même sa forme sociétale, mais ça entraîne d'autres procédures et d'autres dépenses. C'est pourquoi le mieux, c'est d'être clair dès le départ de ce qu'on veut et de quel oui, objectif on veut atteindre. Voilà. d'accord. D'accord. Et justement, tu as mentionné tout à l'heure aussi les formes, les différentes formes. Il y a plusieurs formes juridiques. Est-ce que tu peux nous parler de Mhm. ces différentes formes juridiques, s'il te plaît, pour la création d'entreprises en Allemagne? Voilà. Pour la création d'entreprises en Allemagne, je dirais, il y a différentes formes. Mais s'il faut que je les classe selon des catégories, je dirais qu'il y a d'abord ce qu'on appelle les sociétés commerciales. OK. Et lorsqu'on parle des sociétés commerciales, il s'agit principalement de deux formes de sociétés. D'une part, les sociétés à capitaux et d'autre part, les sociétés de personnes. Ça, c'est le premier groupe. À côté de cela, on a des sociétés individuelles qui sont très souvent des sociétés qu'on regroupe autour de l'expression de freelancing, c'est-à-dire Mhm. des gens qui se mettent à leur propre compte. En Ah allemand, on oui. parle beaucoup de Freiberufler. Mhm. Et ceci n'est pas ouvert à tout type de métier ou à tout type d'activité. Donc, Mhm. il faut justifier d'une certaine qualification et d'une certaine expertise pour le faire. Et le troisième groupe de sociétés, c'est les sociétés qui naissent d'autres sociétés, comme par exemple lors des rachats de sociétés ou alors lorsqu'on hérite d'une société. Mhm. Donc ça peut aussi être une façon de créer une société. On n'est pas obligé de remettre tout à zéro, mais on peut acquérir une société d'un d'un groupe de personnes Oui. qui ont eu à créer la société de manière initiale. Et il y a une autre forme de société qui n'est vraiment pas une société en tant que telle, ça s'appelle la représentance. Et c'est quoi Bon, l'équivalent en allemand? J'ai vraiment du mal à me retrouver. l'équivalent en français ou en allemand. En allemand, oui. Tu l'as dit en français, l'équivalent en allemand. Bon, l'équivalent en allemand, je vais te dire un peu de quoi il s'agit. Déjà, concernant le premier groupe, nous avons ce qu'on appelle les Kapitalgesellschaft. Ça, ce sont les Mhm. sociétés de capitaux. Et Oui. puis, on a les Personengesellschaften. Donc, Ah, ok. Ah, ça, c'est d'accord, la oui, c'était ça. différence. Et dans le groupe des Kapitalgesellschaften, on a essentiellement les GmbH. Ça, c'est la forme la plus répandue. On Mhm. a ce qu'on appelle la AG, Aktiengesellschaft, et Oui. on a la KGaA, c'est-à-dire Kommanditgesellschaft auf Aktien. Bon, c'est une forme qui n'est pas Ok. très répandue. Maintenant, Oui. du côté des Personengesellschaften, on a la GbR, qui veut dire Gesellschaft bürgerlichen Recht. Mhm. On a la OHG, c'est-à-dire Offene Handelsgesellschaft. On a la KG, Kommanditgesellschaft, et on a la GmbH und Co. KG, qu'on appelle aussi Mischformen, parce que c'est un mélange d'un peu de GmbH, un peu de Offene Handelsgesellschaft. Donc, D'accord. voilà un peu en gros quoi, les deux Oui. catégories. Voilà. Ok. Alors, c'est vrai que j'avoue que les termes sont tellement, il y a tellement de catégories qu'on peut vraiment se retrouver à se perdre dans toutes ces définitions. Et je comprends mieux pourquoi tu disais que c'est très spécifique en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de l'objectif qu'on a. Et oui, je comprends mieux vraiment pourquoi on doit faire attention à la forme juridique qu'on veut avoir. Voilà. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles des procédures. Qu'est-ce que si je veux créer mon entreprise? Je veux par exemple créer une entreprise dans la communication. Quelles sont les procédures? Comment je commence? Ouais. Qu'est-ce que je fais?
Voilà. Donc, comme je disais tantôt, lorsqu'il faut créer une entreprise en Allemagne, comme partout ailleurs, il faut se référer aux règles en place. Oui. La particularité de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, c'est un pays, au-delà des atouts que l'Allemagne représente en tant que première puissance économique de l'espace UE, de l'espace européen, en tant que grand pays producteur, l'un des trois premiers dans le monde, en tant qu'un pays qui est beaucoup axé sur les petites et moyennes entreprises, ça fait que l'Allemagne représente un atout énorme pour la création d'entreprises. Et cela se vérifie par le fait qu'il y a assez de bureaux qui gèrent ces procédures-là. Et en même temps, il y a assez de subventions ou alors de bureaux qui mettent des moyens de la part de l'État pour accompagner les jeunes créateurs d'entreprises. On va revenir là-dessus plus tard ou alors à une autre occasion. Concernant donc la création d'entreprise, la première chose à faire, c'est d'être clair sur l'idée de ce qu'on veut faire. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on veut faire, quel est l'objectif qu'on veut atteindre et quels sont les moyens dont on dispose. Quelles sont les personnes qui veulent s'engager et quelles seront les ressources à mettre en œuvre pour la création d'entreprise. Je reviens à ton cas, Francine. Tu as parlé Oui. d'une entreprise qui fera dans le domaine de la La communication. communication, oui. Voilà. Ça veut dire il faut définir clairement dans quel domaine est-ce que l'entreprise sera fonctionnelle, euh, quel est le marché visé, Mhm. ou alors le marché, le public ciblé, le marché Ciblé, oui. visé, le public ciblé, voilà justement, et se renseigner énormément là-dessus. Heureusement, nous sommes dans un pays où d'énormes données et statistiques sont disponibles au niveau de différentes instances, parmi Oui. lesquelles la Chambre du commerce et de l'industrie. Il faut se Mhm. renseigner là-bas, ainsi que Et les c'est ça chambres l'IAK professionnelles, en allemand. voilà la IHK, ainsi que les Ok. chambres professionnelles par métier. C'est-à-dire, il faut Oui. regarder bien, vous Berufskammer. verrez qu'il y a, voilà, vous verrez qu'il y a un Berufsverband pour les gens qui font dans le domaine de la communication. Mhm. Voilà. Donc, il faut d'abord s'acquérir de toutes ces informations-là. Et lorsque vous êtes sûr, avec toutes les informations que vous avez recueillies, que vous allez vraiment et vous voulez vraiment vous mettre en société, donc Mhm. la première étape, c'est de réunir la paperasse. Il y a énormément de choses qu'il faut. Il y a des Ok. documents qu'il faut pour les fondateurs, passeport, carte d'identité, permis de séjour, permis de travail, résidence, casier judiciaire, ainsi de suite. Ça, ce sont Mhm. des documents qu'il faut pour la personne qui crée l'entreprise. Ensuite, il faut rencontrer un expert qui va vous aider à élaborer ce qu'on appelle le contrat d'entreprise. Déjà, D'accord. avant d'arriver même à cette phase, il faut définir la forme sociétale que vous voulez adopter. Ok. Lorsque vous avez défini cette forme, je parie que vous allez faire la forme GmbH, parce que c'est la forme qui est la plus connue, la plus répandue et la plus avantageuse. Je pourrais revenir Ok. plus tard sur les différents avantages qu'on a lorsqu'on crée une GmbH. Mais pour le moment, je vous D'accord. explique d'abord la procédure. Donc, Ok. première étape, se fixer exactement sur le projet, sur l'idée du projet. Oui. Deuxième étape, s'acquérir de la documentation de ceux qui veulent créer l'entreprise, des fondateurs. Troisième étape, se faire conseiller sur la forme juridique et en même temps sur l'élaboration du contrat de société. Parce qu'en Allemagne, il y a énormément de lois qui encadrent la création des entreprises, la création et la gestion des entreprises, mais les entreprises sont fondées sur ce qu'on appelle le contrat de société, c'est-à-dire Gesellschaftsvertrag en allemand. Mhm. Et c'est dans ce document qui est un peu comme une constitution de la société, ou alors disons la constitution, comme la Bible, si je peux dire, pour les chrétiens, pour le Coran, pour Mhm. les musulmans, de la société. C'est là-dedans que vous définissez combien d'actionnaires seront dans la société, quels seront les droits et les devoirs de chacun, et comment est-ce que les bénéfices seront repartis, quelles sont les conditions de la dissolution de l'entreprise, s'il arrive un jour que l'entreprise soit dissoute, ou alors quelles sont les conditions de l'augmentation de capital, ou bien l'augmentation des participants. Donc, tout ça est défini dans ce document. Oui, Et tu ce appelais ça document comment sera le donc, contrat? ça s'appelle le contrat de société, D'accord. ou alors Gesellschaftsvertrag Ok. en allemand. Mhm. Voilà. Donc, ce document sera amené devant un notaire qui va juste l'authentifier. Le notaire n'est pas là pour s'assurer que vous avez formulé les phrases qu'il faut ou alors que vous avez défini les droits et les devoirs qu'il faut. Ça revient à vous.
en tant qu'actionnaire, en tant que Oui. participant, en tant que créateur. Voilà. Donc, le notaire va juste s'assurer de la légalité du document et du caractère licite du document. Parce que vous pouvez faire un bon contrat d'entreprise, mais vous décidez de vendre des choses interdites, par exemple. Oui. Là, le Oui. notaire va dire, OK, bien que votre contrat remplisse les conditions légales, mais l'objet de votre business n'est pas licite ou bien n'est pas moral. Voilà, disons ça comme ça. D'accord. Après la deuxième étape ou alors la troisième étape du notaire, on passe à une autre étape très importante, c'est la création du compte de l'entreprise et le dépôt du capital social. Parce que toute société doit avoir un compte en son propre nom, de manière idéale. La loi n'est pas stricte là-dessus. Vous pouvez joindre votre compte de société à votre compte privé, mais le mieux, c'est de le faire toujours de manière séparée. Et pour une GmbH, si on va sur la base d'une GmbH, le capital social s'élève à 25 000 euros. OK. Oui, Mais la capital de loi base, a, oui. voilà, le capital de départ, hein, Oui. ce qu'on appelle Staatscapital, ou Mhm. alors, ou alors voilà, il y a une autre expression pour ça, mais appelons ça comme ça en français, le capital de société, le capital de société, au capital sociétal. Il est de 25 000 euros pour la GmbH Oui. et la loi permet de manière exceptionnelle de déposer la moitié, les 50%, c'est-à-dire OK. 12 500 euros. Voilà. Pour un Pour une départ. GmbH. Voilà, pour une GmbH. OK. Après cette étape, il faut passer à l'étape de l'enregistrement dans le livre ou alors dans le document, dans le registre dans le registre des sociétés. Mhm. S'il faut traduire ça comme ça en français. En allemand, ça s'appelle Handelsregister. Mhm. OK. Handelsregister. Et ce Handelsregister se trouve au niveau du tribunal de grande instance. Voilà, c'est-à-dire au niveau du Amtsgericht. C'est le Oui. Amtsgericht qui procède à cette étape-là. D'accord. Donc, après cette étape-là, lorsqu'on obtient donc le document final délivré par le tribunal, vous êtes officiellement une GmbH. Mais ça ne suffit pas. Francine, j'ai créé mon entreprise. Non, ça ne suffit Voilà. pas encore. Non, non, ça ne suffit pas. Mais je crois que le gros a déjà été fait. Les 80% ont déjà été faits. Le reste des 20%, ce sont des formalités pratiques. C'est-à-dire l'inscription, par exemple, à Finanzamt. OK. Ça se fait après. Il faut s'inscrire à Mhm. Finanzamt et obtenir des numéros d'enregistrement là-bas pour payer les Mhm. taxes. Et je vais vous dire Oui. tout à l'heure les différentes taxes pour les sociétés ou alors pour la GmbH. Mhm. Après cela, il faut faire un Gewerbeanmeldung. Gewerbeanmeldung, comment ça s'appelle en français? Euh, L'enregistrement dans le... le registre de commerce, je crois. j'ai... voilà, mais j'ai fait une petite traduction pour ça, quelque part. Je vais vous le dire en français. C'est juste qu'on est habitué à fonctionner en allemand et Oui. ces mots-là sont en allemand, même dans la tête. Et parfois, ça rend les choses un peu La compliquées à traduction est un expliquer. peu plus difficile, oui. Oui. Voilà, justement, justement. Donc, Ah, si tu ne en tout cas, retrouves pas, on va noter. On va noter. tout à l'heure, je vais revenir, tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est l'étape qui suit, en fait. Donc, Finanzamt, Gewerbeanmeldung, l'enregistrement aussi dans l'association dans les associations professionnelles. C'est-à-dire, si Oui. vous faites dans la communication, vous devez vous enregistrer à la IHK ainsi que dans l'association professionnelle des experts de la communication. Voilà. D'accord. D'accord. Ceci joue un très grand rôle au niveau de l'assurance en cas d'accident. Lorsque vous OK. avez un accident pendant votre travail ou pendant l'exercice de votre activité professionnelle, Oui. Oui. ce qu'on appelle Unfallversicherung. La plupart du temps, cette Unfallversicherung ou alors cette assurance accident professionnelle est plus gérée par l'association professionnelle. C'est Oui. pourquoi c'est important de le faire, entre autres D'accord. avantages. OK. Ouais. Donc, avant de continuer, Joseph, j'aimerais, tu as mentionné, tu as parlé tout à l'heure de compte de l'entrepreneuriat. Et justement, la semaine dernière, on a eu une question d'une de nos spectatrices, Babette Inès. Et je lui ai promis qu'on allait répondre à sa question cette semaine. Et ça tombe vraiment Mhm. bien que tu parles, qu'on soit à ce stade-là, parce que sa question passe parfaitement avec le thème.
Mhm. Déjà, je veux dire merci à Babette pour la patience. Merci d'avoir patienté, avoir la réponse à ta question cette semaine. Donc, la question de Babette est la suivante. Le compte pour l'entrepreneuriat doit-il être un compte business ou alors juste un autre compte à mon nom dans le cas d'un auto-entrepreneur? Ça, c'est la Tu peux question de reprendre la Babette. question, s'il te plaît. Tu peux reprendre la question, s'il te plaît. La deuxième partie, ou alors la deuxième phrase. Finalement, je ne sais pas où est la deuxième partie. Je vais reprendre entièrement. Le compte pour Ok. l'entrepreneuriat doit-il être un compte business ou alors Mhm. juste un compte à mon nom dans le cas d'un auto-entrepreneur? Donc, je pense qu'elle veut savoir quel type de compte il faut créer quand on est auto-entrepreneur. Est-ce qu'il faut absolument un compte business ou alors le propre compte personnel suffit ou alors juste un compte simple, peut-être un compte différent de son compte personnel, mais qui n'est pas, mais un autre compte juste simple, mais qui n'est pas business. Ok, je comprends. A priori, parler de compte business ou compte non business, c'est un abus de langage en fait. OK? Ou alors je comprends ce qu'elle veut par là dire. En réalité, il n'y a aucune exigence légale qui oblige l'entrepreneur à avoir deux comptes. C'est une D'accord. exigence beaucoup plus comptable et fiscale. OK. Voilà, c'est-à-dire c'est mieux pour avoir une gestion plus fluide, plus simple et plus traçable d'avoir des comptes distincts. Un compte privé pour ses affaires privées et un compte, Oui. Pour son appelons ça compte entreprise. business, voilà, pour Oui. son entreprise, où on fait OK. toutes les transactions. Ça, c'est une D'accord. chose. Mais à côté de cela, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de créateurs ou alors beaucoup de petites et moyennes entreprises en Allemagne, et ça représente donc un grand marché pour les banques. C'est pourquoi il y a certaines banques qui se sont spécialisées au fil du temps à offrir des produits spécifiques pour les petites et moyennes entreprises, ou alors pour les grandes entreprises aussi. Voilà. D'accord. Ce qui fait que pendant la création d'entreprise, ce n'est pas dommage si vous apportez un compte d'une banque régulière, d'une banque normale, d'une banque Oui. telle qu'on connaît. Mais si vous allez un peu plus loin, ou alors si vous nous approchez et vous nous expliquez exactement ce que vous voulez faire comme activité, en fonction de vos objectifs, nous pourrons vous proposer certaines banques spécialisées qui offrent par ailleurs certains avantages que les banques OK. régulières n'offrent pas. Et ça, c'est D'accord. des banques strictement réservées aux entreprises. Donc, comme je dis, c'est commode, c'est pratique, mais ce n'est pas légalement obligatoire de le faire. OK. Il OK. faut répondre en gros. Voilà. Parce que D'accord. chez nous, je vais vous dire, si vous allez peut-être, tu vas peut-être remarquer ça dans ma façon de répondre, nous avons toujours deux formes de réponses. Nous avons Officiellement? des réponses officielles, globales, et nous renvoyons toujours à des causeries ultérieures dans lesquelles on va aller dans les détails pour pouvoir OK. trouver une réponse spécifique allant aux besoins spécifiques du client ou alors de la personne à qui on a affaire. C'est un peu D'accord. ça. C'est pourquoi au courant de cette émission, vous allez remarquer, je donne toujours deux réponses. Je dis toujours officiellement, c'est ça, ou alors légalement, c'est ça. Mais pour plus de précision, vous pouvez encore faire autre chose ou alors nous contacter. Voilà. D'accord. Mais ce n'est pas, bon, je suppose que tu- bon, c'est un peu idiot de poser la question, mais je veux dire, tu ne, dans l'entreprise, vous n'irez pas conseiller quelque chose à quelqu'un qui va le mettre dans les problèmes, c'est clair. Non, 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 non. Nous sommes bien sûr responsables. Bien Nous que sommes bien ce ne sûr soit pas. responsables de nos avis. Voilà. Nous sommes responsables de nos avis qui sont par ailleurs toujours écrits avec nos cachets et signatures. Ça veut dire que nous engageons pour tout conseil que nous donnons à nos clients. Voilà. Que ce soit dans le cadre professionnel chez mon employeur ou que ce soit dans le cadre de mon entreprise que je fais bien entendu en parallèle. Tout se fait de manière écrite, de manière légale, de telle sorte que si demain ou alors un dommage arriverait au client, qui était une résultante directe d'un conseil qu'il aurait obtenu chez nous, alors nous serons pris pour responsables et à juste titre. C'est pourquoi on s'arrange toujours à donner le meilleur de nous en termes de conseils en se basant sur la loi la plus actuelle. Parce que je dois aussi vous dire qu'en termes de régulation, il y a des changements de manière constante. Nous sommes Oui, ça dans c'est un pays qui a une spécificité qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs. Nous sommes dans un État fédéral. Il y a des lois fédérales qui comptent pour toute l'Allemagne. Il y a des lois au niveau de l'État fédéré, c'est-à-dire qui ne comptent que pour les
États fédérés et qui est différent pour les 16 Bundesländer. Et nous avons les lois européennes qui sont régies au niveau de l'Union européenne ainsi que des lois internationales. Donc, c'est des législations autant différentes avec des spécificités qu'il faut toujours prendre en compte et qui sont en permanente dynamique, en permanent mouvement ou alors en permanent mouvement, en permanent changement. Il faut toujours être à la page. D'accord. Voilà. Mais toi qui es dans le domaine, tu as parlé justement de ces différentes lois. Toi qui es dans le domaine, une loi n'irait pas, je veux dire, une loi. Je suppose que les lois qui viennent de l'Union européenne sont au-dessus de toutes les autres lois. Je ne sais pas comment ça s'organise. Est-ce qu'il n'y aurait pas une loi peut-être juste au niveau de l'État fédéré qui irait à l'encontre d'une loi peut-être de l'État fédéral ou alors une loi de l'Union européenne? Comment ça se passe? Les lois sont régies de sorte qu'il y ait quand même une association. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Ça renvoie à une expression qu'on utilisait à l'université et on appelait ça la hiérarchie des normes juridiques. Voilà, c'était ça le titre. Voilà. Parce qu'on a tellement de normes juridiques qu'il faudrait bien qu'il y ait une certaine logique, une certaine hiérarchie entre elles. Donc, les lois de l'Union européenne viennent bien entendu avant. Enfin, les lois internationales d'abord, ça commence par là. Oui. Après, viennent les lois de l'Union européenne, les règlements, les lois et règlements de l'Union européenne. Et à ce niveau, il faut faire une différence entre deux qualités, ou alors deux types de lois venant de l'Union européenne. On a d'une part les règlements et d'autre part les ordonnances. Les règlements sont des lois qui sont prises au niveau européen, mais donc la mise en pratique est laissée à chaque État de l'Union. Chaque État peut décider comment il va implémenter cela, mais l'objectif est que le but à atteindre soit atteint. Mais dans la forme, chaque État est libre de l'appliquer et de l'agencer tel qu'il veut dans la pratique. Et à côté de cela, on a des ordonnances qui sont à prendre à la lettre, c'est-à-dire qui doivent être appliquées point par point tel quel. Voilà. Oui. Ça, c'est au niveau de l'Union européenne. Maintenant, revenons au niveau de l'État allemand. L'Allemagne, par exemple, contrairement à la France, est un État fédéral. La France est un État unitaire. Ça veut dire que ce qui est décidé à Paris compte pour toute la France. En Allemagne, ce n'est pas le cas. On a des lois fédérales à Berlin qui comptent pour toute l'Allemagne. Mais chaque fois qu'une loi est prise à Berlin, on tient compte des spécificités locales, c'est-à-dire des spécificités des Bundesländer. De chaque État. Voilà. Oui. Donc, chaque État prend cette loi et la réadapte à sa réalité. Sans exclure qu'il y a des lois maintenant qui n'existent qu'au niveau du Bundesland, du Bundesland, c'est-à-dire de l'État fédéré, et qui n'ont pas forcément à voir avec le prochain État. C'est pourquoi, lorsque vous voulez créer une entreprise en Allemagne, c'est très important pour nous de savoir dans quel État vous vivez, quelle est la forme d'activité, ou alors quel est le type d'activité que vous voulez mener. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a certains États qui attirent plus d'entreprises que d'autres, en fonction des lois plus favorables. Voilà, en fonction des lois qui y sont plus favorables qu'ailleurs. D'accord. Donc, c'est impossible. Ouais. Justement, ça m'amène à te poser la question. Tu as dit les États, justement, les lois sont différentes en fonction des États. Est-ce que je peux créer mon entreprise, par exemple, ici, à Berlin, et après, je sais pas, 2 ans, je décide d'aller, par exemple, dans le Baden-Württemberg et transporter mon entreprise. C'est possible? Oui. A priori, oui, c'est possible. Okay. C'est possible de vivre à Berlin. Enfin, je veux dire, une société, c'est une personne juridique morale. C'est une personne morale. C'est-à-dire, elle a aussi des droits et des devoirs. Elle a une adresse. Elle est imposée fiscalement. Et elle fait partie du jeu économique. Donc, elle est une actrice dans le marché, dans l'économie. Et à ce niveau-là, elle a bien sûr le droit de s'installer où elle veut. Pas seulement à l'intérieur du territoire allemand, mais à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, avec l'harmonisation du droit européen, les sociétés européennes sont soumises à presque les mêmes standards, si je peux m'exprimer comme ça. Ce qui fait que vous pouvez être à Berlin, vous créez une entreprise qui existe à Berlin, après vous décidez de vous déplacer pour Stuttgart. Comme vous pouvez être à Berlin et vous créez une entreprise qui est à Stuttgart, mais vous restez à Berlin et l'entreprise fonctionne à Stuttgart. Comme également, vous pouvez être à Berlin et l'entreprise fonctionne en France ou en Italie. Voilà. Donc, il faut juste
faire toutes les réglementations qu'il faut, mais en réalité, En le droit fonction du lieu de résidence. européen a pour objectif de rendre cela. C'est en fonction du lieu de Pardon? résidence de la personne, c'est en fonction du lieu de résidence de l'entreprise ou alors de la personne. Non, L'entreprise, non, c'est la non, je veux dire, non, non, l'entreprise a une adresse qui n'est pas forcément celle de l'entrepreneur, de l'entrepreneur, oui. D'accord. pour résumer. Ouais. OK. Mais la réglementation va entrer en vigueur en fonction de la résidence de l'entreprise, c'est ça? Ou alors de Justement, l'entrepreneur, de l'entreprise. justement, de l'entreprise et non de OK. l'entrepreneur. Et à ce niveau, si vous vous rappelez, si tu te rappelles de la différence que j'ai faite au départ en parlant de société de capitaux et société de personnes, ce Mhm. sera différent selon qu'il s'agit d'une société de capitaux ou une société de personnes. C'est donc D'accord. pourquoi c'est important de savoir quels sont les objectifs d'une entreprise dès le départ pour pouvoir déterminer la forme de société que cette entreprise aura. Parce que les OK. sociétés de personnes ont la caractéristique que ce sont des sociétés qui sont créées et fonctionnent intuitu personae. Ça, c'est Ça veut une dire? expression juridique latine qui veut dire en considération de la personne. Ah, d'accord. C'est-à-dire, vous êtes lié à votre entreprise. Or, pour les sociétés de capitaux, ce qui compte, c'est le capital. Ce sont des sociétés beaucoup plus flexibles. OK. Et la D'accord. responsabilité de la société se limite à la société. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être responsable d'un dommage qui serait causé par l'action de votre société. Donc, Ah la oui. société est une personne distincte, est une personne juridique Mhm. distincte de la personne de l'entrepreneur. Et la société n'est responsable que jusqu'à hauteur du capital social. Ça veut dire que si les dommages causés par Quels que soient l'entreprise les sont dommages, au-delà, justement. voilà, Oui. ça se limite au capital social et l'entrepreneur ne peut en aucun cas être pris pour responsable ou alors être pris pour dédommagement en cas de dégâts ou alors de dommages causés par la société qu'il a créée. Ça, c'est le D'accord. cas Ça, des sociétés de capitaux. c'est exactement ce que je voulais demander. Et est-ce qu'il est possible de changer de forme? J'ai par exemple au départ créé, je ne sais pas moi, une AG ou une, tu as dit, il y avait quoi, OAG ou OUG, et après je veux être Voilà. GmbH. Est-ce que c'est possible de changer de forme juridique, de changer la Ouais. forme juridique de mon entreprise après quelque temps? Ouais, justement, c'est possible de changer la forme juridique après quelques temps. Et beaucoup, d'ailleurs, vont de la forme OUG à la forme GmbH. OUG, c'est une petite forme de GmbH. Je ne l'ai pas Kleine mentionné tout à Schwester. l'heure lorsque je parlais de capitaux. Et je l'ai fait exprès parce que c'est une forme de société que je ne conseille pas beaucoup. C'est Pourquoi? une GmbH qu'on appelle mini GmbH parce que son capital est d'1 euro. C'est-à-dire, au OK. lieu de déposer 25 000 euros, comme ce serait le cas pour une GmbH normale, pour une OUG, vous déposez juste 1 euro et la société fonctionne. OK. Donc, le Mais reste des conditions de ça m'a plutôt création, l'air avantageux. bon, d'une part, c'est avantageux dans la mesure où il ne faut pas un gros capital, mais Oui. d'autre part, ce n'est pas avantageux. Il faut tenir en compte le fait que une société est un élément dans un contexte très complexe, dans un réseau très complexe. Parce que quand je dis complexe, je fais référence aux fournisseurs, aux livreurs, aux partenaires bancaires, aux partenaires de marketing, aux clients. C'est-à-dire, vous êtes dans un cosmos, si je peux appeler ça ainsi, où vous avez beaucoup de stakeholders qui traitent avec vous. Et D'accord. lorsqu'ils se rendent compte que vous êtes une OUG et qu'ils savent que vous avez déposé 1 seul euro dans votre compte pour créer la société, il y a déjà un problème de crédibilité qui se pose. Parce que je vais vous dire, les sociétés fonctionnent la plupart du temps en termes de crédit, d'où le mot crédibilité. On n'est pas tenu, et ce n'est même pas d'ailleurs dans la pratique répandue, Mhm. d'acheter tout le temps ce qu'on a à faire en cash, ou alors de se payer, ou alors de payer avant d'être livré. Dans le monde des affaires, les choses se font très souvent, enfin, les paiements se font très souvent après avoir posé l'action Le de l'achat ou service, de la oui. vente. Oui, oui. Donc, il y a un problème de crédibilité à un niveau. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la société est liée au fisc d'une manière encore exceptionnelle jusqu'à ce que les 25 000 euros soient remplis. C'est-à-dire, la loi dit, vous pouvez créer une GmbH avec 1 euro, ou alors une UG Mhm. avec un Mhm. euro,
Mais vous êtes tenu, à chaque fois que vous dressez votre bilan, de verser une grande proportion de vos bénéfices dans la banque, avec preuve, jusqu'à atteindre le montant de 25 000 euros. Ce qui n'est pas toujours facile, ce qui n'est pas toujours évident dans la pratique. OK. C'est pourquoi je préfère conseiller, dans la mesure du possible, de donner ne serait-ce que les 50% des 25 000 euros. Dieu merci, la loi le permet, Mhm. afin de grandir petit à petit, mais d'une manière un peu solide. Voilà, c'est ce que je OK. peux dire concernant ça. Ouais. Mais D'accord. pour revenir à la question de base, changer de forme sociétale, c'est possible, à tout moment. O- OK, super. Wow, Joseph, je me rends compte que le temps s'est envolé. J'ai l'impression qu'on nous a volé, qu'on nous a volé du temps. On va vraiment speeder pour aller à la fin de l'émission. Mais avant ça, j'aimerais, attends un instant que je regarde dans les commentaires s'il y a des personnes qui ont des questions. Alors, on a juste, OK, fait prépa qui nous dit bravo mon frère, bravo ma soeur. Merci. Et Charlotte Ngaiti dit merci pour ces informations. Merci à toi, Charlotte, d'être là. Ah, je crois qu'on n'a que des compliments aujourd'hui. On a Simplice qui nous dit débat Alors, très c'est bien. instructif, merci. Voilà. Donc, je ne vois pas de questions. Je ne vois pas de questions. Je vois pas de questions. Non. Alors, donc, il y a une question concernant la différence culturelle que j'aimerais vraiment qu'on aborde avant qu'on ne se sépare. Qu'est-ce que Mhm. nous vivons ici en Allemagne et nous faisons face justement à une autre culture? On a une nouvelle culture qu'on doit apprendre, avec laquelle on doit apprendre à vivre. Est-ce que la différence culturelle peut être un frein pour un jeune Africain qui veut créer son entreprise en Allemagne? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, merci d'évoquer cela, Francine. Je vais vraiment m'appesantir là-dessus. Parce que, un autre constat que j'ai eu à faire dans la pratique du consulting, c'est que c'est une pratique qui est beaucoup liée à la culture occidentale, européenne, capitaliste, s'il faut que je le décrive comme ça. Mhm. Ce qui fait que très souvent, les entrepreneurs venant d'autres sphères géographiques du monde, nous par exemple, venant d'Afrique ou du Cameroun, on a un peu du mal à se mettre à la page ou alors à s'arrimer à la culture entrepreneuriale allemande ou D'accord. européenne, disons comme ça. Parce que créer l'entreprise ne suffit pas juste de déposer un capital et puis la société fonctionne. Donc, il y a beaucoup de facteurs culturels qu'il faut tenir en compte. Et la plupart du temps, beaucoup d'entreprises, dans leur phase initiale, échouent. Et lorsqu'on fait des recherches et qu'on regarde un peu les statistiques, une bonne proportion d'entreprises qui échouent sont des entreprises créées par des personnes qui n'ont pas un background, enfin, qui ne sont pas nées et qui n'ont pas grandi en Allemagne. Bien qu'ils soient intelligents, bien qu'ils aient des bons niveaux académiques, universitaires, scolaires, bien qu'ils aient du capital suffisant pour créer les entreprises, bien qu'ils aient même des contacts nécessaires pour faire évoluer leur entreprise. Il y a une question culturelle. Je ne dirais pas juste de mindset ou de prédisposition intellectuelle ou mentale ou psychologique, mais ça va un peu au-delà de ça. Donc, on a certains éléments qui nous manquent et qu'il faudrait qu'on essaye de mettre en pratique ou alors de prendre en compte. Euh, je vais revenir maintenant de manière plus précise et détaillée sur le cas de l'Allemagne. Nous avons des éléments comme la communication. En entreprise, en Allemagne, et ça ne compte pas juste pour les créateurs d'entreprises, hein, ça compte aussi pour les travailleurs. Je rappelle que nous conseillons et coachons aussi des jeunes personnes dans le domaine du travail, de leur OK. emploi, en D'accord. termes de culture d'entreprise.
Parce qu'il y a une certaine culture d'entreprise ou alors culture d'entrepreneuriat allemand, qui est différente de la culture entrepreneuriale en France, en Belgique, en Italie, pour ne pas dire aux États-Unis, en Chine, au Canada, au Cameroun ou en Afrique du Sud. Donc, la communication, en Allemagne, la communication est beaucoup plus écrite. Lorsqu'il s'agit du business, on téléphone peu, on écrit plus. Et même lorsqu'on téléphone, on prend des notes. On fait ce qu'ils appellent les téléphones notices. Parce que tout doit être archivé, tout doit être Oui, protocolé. d'accord. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas cette habitude-là. Ça, c'est ce qu'il faut apprendre. La Mhm. deuxième chose, euh, c'est ce que je pourrais regrouper. Tous ces éléments-là, je les regroupe dans du soft skills. C'est des choses qui ne sont pas écrites, mais c'est des choses qui jouent un rôle énorme. C'est de faire la différence aussi. Une autre chose, c'est de faire la différence entre collègues, partenaires, business et amis. L'amitié a certaines règles que le collègue du bureau, qui ne passe pas avec la relation de collègue du bureau, et encore moins avec les relations de partenaires sociaux, partenaires d'entreprise. Donc, il faut pouvoir bien faire la différence entre cela. Un autre aspect, et ça, nous ne sommes pas très forts là-dedans, un autre aspect, et ça nous entraîne souvent des problèmes, un autre aspect assez important, c'est des choses comme la ponctualité et Oui, tenir à sa parole. ok. Lorsque nous disons nous voulons atteindre tel objectif à telle date, franchement, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit strict là-dessus. Pour nous, c'est encore un challenge, mais pour la société haute dans laquelle nous nous trouvons, c'est le B à bas. C'est des éléments normaux, naturels, et c'est tellement trivial qu'en Allemagne, on ne s'imagine pas autre chose. Or, chez nous, c'est encore un challenge. Oui, Un oui. autre élément assez important sur lequel j'attire souvent l'attention des jeunes qui me rapprochent pour avoir du coaching en termes de création d'entreprise, création ou gestion d'entreprise, Mhm. c'est euh, comment gérer l'argent, la relation avec l'argent. Tout à l'heure, nous avons parlé de la distinction des comptes. Mais au-delà de la distinction des comptes, il faut aussi avoir une certaine discipline. Je peux bien avoir deux comptes distincts, un compte privé, un compte de société, mais je ne suis Oui, pas discipliné dans oui. l'un comme dans l'autre. Ça ne servira à rien. Tout doit être noté, tout doit être planifié. Ça, c'est très important. Un autre aspect aussi, qui me vient à l'esprit même tout de suite là, c'est la préparation avant les réunions. Ah oui, C'est-à-dire, ça oui, complète le protocole et la prise des notes que j'ai dit, que j'ai énoncé tout à l'heure au oui, départ. oui. Les Allemands ont horreur lorsqu'on vient à une réunion non préparée. Et lorsque quelqu'un vient dans une réunion non préparée, cela se ressent aussi. Exactement. C'est-à-dire, il parle en fonction de ce qui est dit sur la table. Il n'a pas un agenda ou alors un programme fixé depuis la maison, depuis le bureau. Et Mhm. ça se ressent et ça ne permet pas d'évoluer ou bien d'avancer dans la D'accord. procédure ou dans le projet. Voilà. Un autre élément aussi, qui est aussi très culturel et très typique de l'Allemagne, c'est que les Allemands aiment discuter de toutes les possibilités d'un projet avant le début du projet. Ok. Dans beaucoup d'autres sociétés, dans beaucoup d'autres pays comme au Cameroun ou en France Mhm. ou ailleurs, on s'accorde sur l'objectif qu'on veut atteindre avec le projet et on lance Mhm. le projet. Et c'est au fur et à mesure que le projet avance qu'on décèle les difficultés dans la pratique et qu'on essaie d'ajuster et qu'on essaie de trouver des solutions. Parfois ça passe, parfois ça casse. Ben, Mais vous allez justement, est-ce que remarquer cette... chez les Allemands, ils préfèrent avoir une phase de brainstorming assez longue, phase au cours de laquelle on évalue toutes les possibilités, toutes les marges d'erreur, tous les risques possibles. De telle sorte que lorsqu'on passe au go live, c'est-à-dire la mise en marche réelle du projet, on Mhm. est à presque 98% sûr que le projet sera conduit jusqu'au bout et même les risques ont déjà été prévenus et préparés. Donc ça, c'est une culture typique allemande. Je le sais parce que j'ai eu à étudier et à travailler aussi un peu en France, en Allemagne et au Cameroun, et je ressens cela beaucoup plus en Allemagne. Donc, si nous voulons faire les affaires en Allemagne, ça, ce sont des petits éléments sur lesquels nous devons beaucoup prêter attention. Actuellement, moi, mes partenaires et moi, nous sommes en train de répertorier tous ces petits éléments et nous allons faire un ouvrage là-dessus pour Oui. conseiller les jeunes entrepreneurs venant du Cameroun, d'Afrique et même d'ailleurs.
sur la culture entrepreneuriale en Allemagne. Au-delà de l'aspect juridique et l'aspect légal, il y a cet aspect vraiment de culture qu'il faut tenir en Oui, compte. Et ça nous ça fait souvent c'est. défaut. Mhm. D'accord. Il y a justement Simplice qui dit nous on essaye dans le tas. C'est bon, ça c'est ses avantages et ses inconvénients aussi. Ben, avant de passer à la dernière partie de cette, je vais te demander d'abord, je sais que ton temps était vraiment très limité, mais là j'ai très mal géré le temps et nous sommes déjà à plus d'une heure. Est-ce que tu es disposé à nous consacrer encore quelques minutes? Parce que j'aimerais vraiment qu'on parle de Non, ton entreprise et volontiers, aussi du volontiers. super cadeau. Depuis, je ne tiens Mhm. pas en place parce qu'il y a ce super cadeau. J'ai envie de dire déjà ce que c'est. Donc, tu as encore quelques minutes. Si tu peux nous accorder encore quelques minutes, Joseph. Oui, on peut aller encore en quelques minutes. OK, d'accord. Donc, on va prendre rapidement une question de Madeleine. Exceptionnellement pour toi. Merci. Merci, Joseph. Merci. Alors, Madeleine demande, pour un achat de marchandises en Afrique et la revente ici en Europe, dois-je créer deux entreprises, une au Cameroun et une ici? Oui, ça c'est une question qui revient souvent dans la pratique parce que nous avons aussi des clients qui ont des entreprises en Europe et des entreprises en Afrique et ils veulent faire des transactions entre les deux entreprises. Ce que je vais dire ici, c'est que il s'agit en ce moment du droit international des affaires. Bon, je ne vais pas entrer trop dans le jargon juridique scientifique dans ce domaine-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque pays a des conventions avec certains pays en termes de libre-échange et d'échanges commerciaux. Oui. Donc, les marchandises ont un certain régime entre les États-Unis et l'Allemagne, entre la Chine et l'Allemagne, entre la Turquie et l'Allemagne. Et ce genre de convention, malheureusement, n'existe pas entre le Cameroun et l'Allemagne. Ce qui OK. veut dire que lorsque nous voulons faire venir une entreprise ici, le régime juridique, comptable et fiscal qui gère cette transaction en Allemagne est complètement différente de celle qui gère cette même transaction au Cameroun. OK. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, c'est-à-dire il n'y a pas une sorte de coopération entre les bureaux qui sont au Cameroun et les bureaux qui sont en Allemagne En en termes Allemagne, d'échange. oui. Il n'y a pas de D'accord. coopération entre le port de Douala et le port de Hambourg. Voilà, par exemple. Hein? Ce qui veut dire que en exportant votre marchandise du Cameroun, que ce soit exporté par une entreprise ou par un individu privé, ça n'a aucun rôle en termes de taxation en Allemagne. Ça, c'est ce que je peux dire en gros concernant OK. les produits qu'on achète au Cameroun pour venir revendre ici. D'accord. Je crois avoir répondu à la question. Oui, je pense, j'espère, Madeleine, que tu as la réponse à ta question. On a Feb Fouepa qui dit que, et pour nous aussi, je suppose qu'il dit qu'il aimerait avoir la réponse à sa question également, mais je ne la retrouve pas. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Ah, oui, c'est ça, j'ai retrouvé. Comment amener les Africains à se solidariser et à travailler ensemble? C'est la question de Feb Fouepa. Ouais, bon, là, c'est une question un peu. Qui C'est une va, qui question qui va. rejoint c'est une Oui, question qui vas-y. rejoint les points soft skills dont je parlais tout à l'heure, sur lesquels D'accord, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied et pour lequel un ouvrage va paraître bientôt. Vous serez informés le moment venu. d'accord. La première des choses, c'est de savoir d'abord où est-ce qu'on se trouve. Parce qu'ici, il faut faire une différence. Est-ce que le spectateur qui posait la question tout à l'heure, le téléspectateur, il s'agit d'une question générale, globale, en général, c'est-à-dire que ce soit au Cameroun ou en Allemagne, ou alors il Mhm. s'agit d'un cas spécifique de l'Allemagne? Parce que s'il s'agit d'un cas spécifique pour l'Allemagne, je dirais, l'une des choses les plus importantes à faire, c'est de savoir d'abord où on se trouve. On ne peut pas sortir de l'argent, mettre des capitaux ensemble, réunir de l'énergie pour produire des biens et des services dans un pays dont on ne connaît même pas comment est-ce que ce domaine-là fonctionne. Beaucoup Mhm. d'entre nous sont venus ici comme étudiants avec une logique de faire une formation, une qualification et de se faire employer par un employeur, dans une logique employeur allemand, employé étranger. Oui, Maintenant, si vous décidez de vous mettre à votre propre compte, ça veut dire que vous sortez de cette logique en fait. Vous voulez entrer oui, dans une autre logique, dans une logique d'accord. qui vous rendra même peut-être employeur aussi, Mhm. et vous aurez à recruter des employés.
des employés qui forcément ne seront pas camerounais. Alors pour ça, il faut connaître comment ça fonctionne. Si on avait eu le temps, j'aurais pu aussi donner quelques indications concernant l'aspect RH, ressources humaines. Comment est-ce J'imagine. qu'en tant que petite et moyenne entreprise, on recrute? Comment est-ce qu'on gère son personnel? Parce que beaucoup de D'accord. créateurs, beaucoup de petites entreprises ont 2, 3, 4, 5 personnes qu'ils embauchent, mais très souvent, l'entrepreneur n'a aucune notion en termes de gestion du personnel et toutes les lois et les obligations légales, fiscales et comptables qui vont avec. Donc, ça, c'est un autre thème. On pourra peut-être organiser une autre émission là-dessus. C'est ce que Mais pour j'allais te revenir à la proposer. question, C'est ce que pour j'allais te revenir à la proposer question, vraiment, ouais. Joseph, je pense qu'on va programmer une nouvelle émission où on va spécifier les thèmes. Et là, on pourra vraiment entrer dans tous les détails. Parce que là, on a encore plusieurs questions et des questions ne font qu'arriver. Mais on ne peut OK, malheureusement allons-y. pas répondre à toutes ces questions parce que le temps nous tient vraiment à la gorge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter Joseph une nouvelle fois sur le plateau de Spotlight. Et là, on va vraiment définir, ou alors je vais lancer un sondage et puis vous allez nous dire quel est le thème qui vous intéresse dans la création d'entreprise en Allemagne. Et puis on pourra offrir une émission sur ce thème spécifique. Donc vraiment, désolé toutes les personnes qui n'ont pas reçu de réponse en ce moment. Vraiment désolé. Vous allez recevoir vos réponses. C'est aussi possible qu'on puisse organiser ça, qu'on puisse faire répondre à vos questions sous forme de post. Donc, à partir de demain ou au courant de la semaine, on va recenser toutes les questions que vous avez. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions. On va recenser toutes les questions que vous avez et on va répondre à ces questions sous forme de post individuel. Donc, ça veut dire que si Pep Fouepa a, par exemple, une autre question, on va répondre à sa question et on va le taguer justement pour qu'il sache qu'OK, on a répondu à sa question. J'espère que vous êtes... C'est un compromis que j'essaie de trouver. Vraiment, je suis désolée pour le temps, mais on doit parler encore de toi, de ton entreprise et clôturer l'émission. Donc, vraiment, chers spectateurs, ne soyez pas très fâchés, ne nous en tenez pas rigueur. On va répondre à vos questions, mais pas plus dans cette émission. Mais de toute façon, la suite sera aussi très intéressante pour vous. Donc, je vous prie de rester encore jusqu'à la fin parce qu'il y a un cadeau magnifique de Joseph qui arrive. Justement, Joseph, j'aimerais que tu nous parles donc de GIMAT Legal and euh, euh, Privacy Consulting. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Voilà, donc GIMAT Legal and Privacy Consulting, c'est une firme que moi, principalement, et quelques partenaires, nous avons mis sur pied il y a quelques années. L'objectif, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises ou alors des entreprises qui existent déjà dans la gestion efficace de leur activité. Nous avons 3 points essentiels dans notre société de consulting, à savoir, premièrement, le pilier légal, où nous offrons des services en termes de droit de contrat, de droit OK. de création d'entreprise, ainsi que de droit du travail. Donc, voilà un peu ce qui se passe dans ce premier pilier. Le deuxième pilier concerne ce qu'on appelle la protection des données personnelles, OK. Datenschutz ou alors privacy en anglais. C'est une expression qui a eu plus de vigueur depuis il y a 2 ans, depuis fin 2018, à cause Oui, avec la nouvelle loi. de la nouvelle ordonnance européenne là-dessus. Et nous accompagnons justement les petites et moyennes entreprises dans ce domaine-là parce qu'il s'agit de les aider, notamment lors de la création de leur site Internet. Nous faisons du check, enfin nous vérifions et nous optimisons les sites Internet. Beaucoup de gens qui créent des sites aujourd'hui se réfèrent à des moteurs de recherche dans lesquels certaines publications ou alors certaines dispositions légales sont simplement copiées et collées sur le site. Or, OK. la gestion des données personnelles a eu une autre importance particulière depuis ces derniers 2 ans, ce qui fait que tout le monde doit être au pas, tout le monde doit se mettre à jour et les sanctions sont assez hautes. Il suffit de regarder dans les médias pour voir comment est-ce que ces choses-là sont hautement sanctionnées. Et c'est aussi la OK. volonté du législateur d'attirer l'attention de toute personne qui traite avec les données personnelles à plus de sérieux et à plus de responsabilité. Un autre point aussi sur lequel nous donnons des conseils, c'est en termes de la sécurité de l'information.
OK. Donc, voilà donc les trois piliers principaux de notre société. Le droit, consultation légale, les données personnelles, la protection des données personnelles, Mhm. ainsi que la sécurité de l'information. À OK. côté de cela, bien sûr, nous offrons des cours, des séminaires, des webinaires, des workshops, des exposés, des trainings là-dessus. Comment est-ce qu'il faut gérer les données personnelles? Par exemple, pour les créateurs d'entreprises, la loi recommande qu'à partir de 10 employés qui travaillent ou alors qui utilisent les données personnelles, chaque Mhm. entreprise devrait avoir un délégué à la protection des données personnelles. Qu'en OK. est-il de Ça veut ceux dire qui en ça. ont moins? OK. La question, c'est qu'en est-il de ceux qui en ont moins? Ceux qui en ont moins ne sont pas pour autant Exempté de exonérés cette. Oui. ou alors exemptés, voilà, c'est même le mot, exemptés de cette obligation. Ils doivent toujours respecter les règles en vigueur, mais ils doivent prouver ou alors attester qu'ils ont eu à suivre une formation là-dessus. Et c'est cette D'accord. formation-là que nous offrons. Donc, nous formons ceux qui ont moins de 10 employés Mhm. sur la gestion des données personnelles. Et en nous D'accord. leur donnant des certificats qui leur permettent, le moment venu, auprès des instances légales, de démontrer qu'ils ont suivi cette formation-là et qu'ils savent comment gérer les données personnelles. Oui, ils sont habilités Donc, à voilà le un peu ce faire. que nous faisons. OK. D'accord. Voilà. Merci, merci infiniment. Je pense que tes contacts, et comment te joindre et comment entrer en contact avec toi, on va publier tous tes contacts sur notre page Brightest Mind. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles enfin du cadeau. J'ai attendu tellement, j'étais tellement impatiente toute l'émission. Je n'arrivais pas à tenir, mais dis-nous maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as réservé comme cadeau? Je peux déjà vous dire d'abord que le cadeau cette semaine est particulier. Il ne sera pas pour tout le monde, malheureusement. C'est même pas mauvais en fait. C'est juste que c'est un cadeau particulier vraiment et il sera attribué juste à deux personnes. Vraiment juste deux personnes. Donc, Joseph, je te laisse le soin de nous dire en quoi consiste le Voilà. cadeau. Voilà. Pour respecter ta tradition, Francine, de faire des petits cadeaux surprises comme ça Oui, ça à fait plaisir. tes... Regarde, quand je parle de cadeau, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà, justement. Et c'est bien de le mettre aussi à la fin de l'émission. Là, on se sépare en souriant. C'est très bien. Exactement, oui. Donc, comme cadeau, nous avons prévu deux cadeaux pour deux personnes. Les critères de sélection seront définis par l'organisation, c'est-à-dire par toi et ton équipe. Mais ce D'accord. que Gimat Legal and Privacy Consulting offre sont deux cadeaux. Le premier, voilà notre première offre, appelons ça comme ça, c'est ce qu'on a appelé Legal Check for Founders, c'est-à-dire consultation juridique pour les fondateurs ou alors les créateurs d'entreprises. Il Oui. s'agit pour nous de répondre à certaines questions préliminaires, c'est-à-dire vous avez décidé de créer une société Mhm. en Allemagne, mais vous ne savez pas exactement quels sont les contrats dont vous avez besoin pour cela. Mhm. Vous ne savez pas quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous en ce qui concerne la forme sociétale. En plus, vous voulez savoir la documentation nécessaire et les étapes nécessaires qu'il faut pour créer votre entreprise. Mhm. Donc ça, c'est la phase, on dirait, la phase de gestation de l'entreprise. OK. Donc, pendant cette phase-là, nous vous offrons cette phase-là gratuitement. Donc, on va dire la phase de préparation à la création de l'entreprise. Donc, ça, c'est le OK. premier cadeau. OK, Je suppose d'accord. et Mais j'espère ça peut bien prendre, que juste parmi... que ce soit clair. Ça veut dire que ce sera plusieurs séances de coaching. Ce sera Ça peut ça s'étendre sera sur plusieurs mois. ça va s'étendre sur 3 séances. OK, Trois d'accord. séances à OK, c'est bien raison de de... spécifier comme ça pour que les gens Non, non, sachent. je précise même la durée. 3 séances à raison de 1h30 par séance. D'accord. Trois OK. séances à raison de 1h30 par séance. OK. Donc, ça, c'est la première offre. Mhm. Normalement, s'il faut voir ça en termes financiers, ça va être un peu costaud, mais je préfère ne rien dire là-dessus, Je pense que les puisque personnes tout, qui... Oui, voilà, oui. puisque tout dépend aussi du type de société qu'on veut créer. Donc, D'accord. il ne faut pas que ça vous fasse peur.
approchez-nous si vous avez des idées de business. Les premières heures sont gratuites en termes de manière régulière. Mais pour le Oui. cadeau dont je suis en train de parler, ou alors pour l'autre dont je suis en train de parler, 3 séances à raison d'1h30 par séance dans la phase de préparation ou alors la phase initiale de la création d'entreprise. Ça, c'est la première offre. La deuxième offre, maintenant, concerne le contrôle légal d'un site Internet. OK. Dans le domaine du e-commerce. C'est-à-dire, toute personne qui crée un site de e-commerce doit le faire vérifier de manière sur le plan légal et sur le plan de la protection des données. Et cette offre-là sera aussi, je veux dire, c'est le deuxième cadeau que nous mettons à la disposition de votre charmant public. Wow. Donc, première offre, coaching, 3 séances. Oui, sur la création d'entreprise, oui. Mais pas la phase officielle. Il faut qu'on soit clair. Ça, c'est dans la phase préparatoire. Oui, OK. Voilà. Parce que la phase officielle, c'est déjà autre chose. Nous sommes encore dans la phase préparatoire. Préparatoire, OK, voilà. D'accord. Et la deuxième offre, c'est le contrôle de la conformité légale et la conformité en termes de protection des données personnelles d'un site Internet. Et là, ça se fait en une séance. D'accord. Dans le domaine de l'e-commerce. Voilà, OK. dans le domaine de l'e-commerce, des préférences. Ouais. Là, tu m'as fait une surprise également. Je pensais que c'était un seul cadeau et là, tu offres 2 cadeaux. Merci, merci infiniment. Donc, vraiment, merci, Joseph. Je n'ai pas. Je pense que généralement, quand dans les entreprises, quand on fait ce genre de cadeaux, la personne qui organise ne peut pas bénéficier. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais vraiment pris. Ce serait pas fait, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, les conditions pour bénéficier de ces... Donc, ce sera pour 2 personnes. Ça veut dire une personne pour la création d'entreprise et une personne pour le contrôle du site, conformité du site. Voilà. C'est ça, OK. Donc, les conditions pour bénéficier des cadeaux vont être publiées dès demain sur notre page Brightest Mind. Donc, si parmi vous déjà, il y a des personnes qui sont intéressées ou qui sont dans le domaine, dans le besoin, vous pouvez déjà commencer à vous préparer et on va sélectionner. Et je vais ajouter. Oui. Je vais ajouter un détail. Oui. Je vais ajouter un détail, c'est la validité de l'offre, parce que l'offre ne doit pas être éternelle. Oui, c'est vrai. Donc, l'offre sera valable pendant 3 mois. D'accord. Donc, les prochains 3 mois, voilà. Ça veut dire quoi? Les prochains 3 mois, cette offre est valable. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut venir dans 2 mois et demi et il dit que je suis intéressé. Voilà. Voilà. OK. Je vous laisse le soin de faire la sélection des candidats. D'accord. OK. Ou alors, en fait, je ne comprends pas très bien. Pendant 3 mois, c'est-à-dire août, septembre, octobre. En fin octobre, l'offre n'est plus valable. Ça veut dire si jusqu'à fin octobre, l'offre n'a pas été saisie, elle ne compte plus. D'accord. Jusqu'au 31 octobre 2020. OK. OK. Ça me laisse réfléchir. En fait, je crois que de toute façon, on va redéfinir, on va publier toutes les informations. Il y a Simplice qui dit qu'on va corrompre. Oh non! Non. Non, ce ne sera pas possible. Il n'y a pas de choco. Je ris certes beaucoup, mais je sais aussi être très stricte. Donc, il n'y aura pas de corruption. Ce sera très fair. Toutes les personnes qui seront intéressées et qui vont nous envoyer leur candidature. Non, bon, oui, leur candidature, on va dire ça comme ça. Oui, on va vraiment aller sur des bases pour tout le monde, les mêmes bases pour tout le monde et ce sera très fair. Il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de favoritisme. Je peux vous l'assurer vraiment. Donc, les informations supplémentaires seront publiées
dès demain sur le site, sur notre page Brightest Mind. Et puis, voilà. Donc, merci infiniment encore pour le cadeau. Et pour clôturer vraiment, bon, je le dis tout le temps, mais pour clôturer aussi, j'ai besoin que tu parraines des gens. C'est déjà aussi une tradition en Spotlight, que tu parraines 3 à 5 personnes qui peuvent passer, qui pour toi peuvent passer à Spotlight, des personnes qui ont un parcours d'entrepreneur ou alors tout simplement un parcours qui peut inspirer et motiver d'autres personnes. Donc, dis-nous 3 à 5 noms, s'il te plaît. Oui, malheureusement, mais seulement pour ce cas, je n'ai pas pu avoir les 3 noms. Mais je te promets de te les envoyer au courant de la semaine par email. OK. J'ai pas pu attraper 3 noms. Je dois avouer que ma semaine a été un peu bousculée là. Et les 3 personnes que j'avais en tête, malheureusement, n'étaient pas trop dans la possibilité de pouvoir participer comme invité à l'émission. Parce que c'était aussi ça l'objectif. Oui, Donc, je oui, leur parlais justement. de ça en leur disant, voilà, j'aimerais que vous soyez invités à l'émission que présente Francine et tout. Ils m'ont dit, ouais, c'est bien, mais on ne pourra pas pour le moment. Certains pour des raisons de temps, d'autres pour d'autres raisons qu'ils n'ont pas trop voulu signaler. Mais j'ai une bonne liste. Je préfère d'abord obtenir l'autorisation de ces personnes Et c'est la meilleure façon de faire. Oui, oui, justement, voilà. c'est la meilleure façon de faire. Parce que nous pourquoi aussi, je on te a eu des prie personnes qu'on d'avoir... a contactées et qui n'étaient pas d'accord qui n'étaient pas avertis oui, à l'avance. qui n'étaient pas avertis et qui n'étaient même pas intéressés. Donc, ça peut ne pas intéresser tout le monde. Donc, OK, d'accord, on va prendre ça comme ça, accorder avec faute. Merci pour ta compréhension. Alors, qu'est-ce que tu veux dire pour la fin? Pour qu'on se sépare et puis on te laisse savourer ton après-midi. Voilà, merci. Qu'est-ce que tu aimerais dire je vais dire, pour la fin? voilà, pour la fin, je vais te dire encore merci d'avoir pensé à m'inviter. C'était un énorme plaisir. Merci à toi d'être venu. Voilà. Et concernant tes téléspectateurs, je vais leur dire, le monde tel qu'il évolue de nos jours, ou bien l'Allemagne telle qu'elle a toujours vécu, parce que nous vivons en Allemagne, telle qu'elle a toujours existé, repose sur l'entrepreneuriat. Il n'y a pas un pays en Europe qui est aussi favorable à l'entrepreneuriat que l'Allemagne. C'est le pilier d'ailleurs de l'économie allemande. Et nous devons saisir cette chance-là. Je crois qu'il faut qu'on commence même très tôt à se mettre cela dans la tête. Je veux dire, pendant même déjà les études, peut-être même avant de venir en Allemagne, beaucoup doivent déjà s'imprégner de ce que c'est que l'entrepreneuriat. C'est très important. Donc, pendant même les études, il y a dans certaines universités des camps, des séances de training à la création d'entreprises qui se font en termes de formation accessoire, ce qu'ils appellent Schlüsselqualifikation, des choses comme ça. Et beaucoup, du moins c'est optionnel, beaucoup n'aiment pas y prendre part. Pourtant, c'est important. Il faut savoir ça. Et j'aimerais inviter tous ceux, toutes filières confondues, à s'intéresser à ce que c'est que l'entrepreneuriat. Parce que c'est l'avenir. Et pas plus tard que les derniers événements de Corona et confinement et tout ce que nous avons comme tiré de là comme conséquence, l'entrepreneuriat reprend encore plus de vigueur, plus de notoriété. Et Internet aidant, le travail à distance étant possible, il y a d'énormes choses qui peuvent se faire, que ce soit dans le domaine du e-commerce, que ce soit dans le domaine de la transmission d'une qualification ou d'une expertise à distance, avec le système de virtual reality. C'est possible de dépanner des choses d'un bout du monde à l'autre et ça ne doit pas toujours se faire dans les grandes entreprises. Même un individu, un privé, peut mettre sur pied sa structure qui vise à assurer des tâches à distance dans le monde entier. Donc, saisissons les opportunités, soyons ouverts et ne soyons plus accrochés au système fin d'études, demande d'emploi. Il faut qu'on essaye d'innover et d'avoir un nouveau paradigme en termes de fin d'études plus entrepreneuriat. Je ne dirais même pas jusqu'à fin d'études, même pendant les études, entrepreneuriat, voilà, et fin d'études, explosion. D'accord.
Merci sur ces belles paroles, vraiment. Nous allons nous séparer de notre invité. Moi, je vais rester encore quelques petites minutes avec vous pour annoncer l'invité déjà de la semaine prochaine. Donc, merci infiniment, Joseph, d'avoir accepté notre invitation. J'ai passé un très beau moment, vraiment. J'espère que nos spectateurs également ont apprécié le moment que nous avons passé ensemble. Et je suppose que oui, parce que quand je lis ce genre de commentaires, mes félicitations, mon frère, ça veut dire que Feb ne pouvait pas être très satisfait. Il y a Merci. également Simplice qui dit merci Joseph pour le partage. Merci Euh, aussi. donc, merci encore d'avoir été là. Je te souhaite de passer une excellente fin d'après-midi. Et puis, on va se juste, parce qu'on ne pourra pas, je suis sûre qu'on ne va pas pouvoir se prendre tout à l'heure en backstage. On va s'appeler, on va se contacter après. Tu me dois 5 noms. Non, ça fait 10. Non, c'est non. Pas 10. C'est non. Non, mais ça, c'est l'amende pour le retard. Ok, OK. on en reparlera. Merci, On en Joseph. reparlera. Et puis, d'accord, au revoir. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Et bon week-end. Bonne fin de week-end à tout le monde. Merci. Merci à toi également. Ciao. Bye. Alors, une émission très chaude, une émission très intéressante, une émission vraiment. Je crois que c'est la première émission, non, c'est la deuxième émission où je suis vraiment à court de temps et il y a encore tellement de choses à dire. Ce que nous allons faire, comme nous avons dit, ce sera d'inviter Joseph une seconde fois à Spotlight pour parler d'un thème, d'un domaine spécifique de l'entrepreneuriat. Donc, nous allons lancer également un sondage. Vous allez nous dire, vous fidèles spectateurs, vous allez nous dire qu'est-ce que vous aimeriez, ce dont vous aimeriez qu'on parle spécifiquement dans le domaine de la création d'entreprise en Allemagne. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Sandrine Nicole d'avoir été là. Merci à Christiane Atsabazé. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom, ma chérie. Désolée. Merci à Golden Boris, merci à Joseph Afepuepa, merci à Simplice Dago, merci à toutes les autres personnes qui ont été connectées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons recevoir une dame qui va nous parler de comment transformer une passion en revenu. C'est un thème qui me plaît particulièrement aussi. J'espère que les personnes pourront se retrouver également dans le thème. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons recevoir Patricia Kankou. Elle viendra nous parler de comment transformer une passion en revenu, en source de revenus. Comme on l'a dit également, les informations pour bénéficier des cadeaux de Joseph seront diffusées dès demain. Et après, on va sélectionner 2 personnes. Et oui, et tout sera vraiment fait de manière visible. Je veux dire, ça sera sur la page, ça sera officiel pour tout le monde. Il n'y aura pas de favoritisme, comme j'ai dit. Il n'y aura pas de corruption. ça sera sur une base fair. Donc, je vous souhaite à tous de passer un excellent dimanche, un bon début de semaine. Et puis, portez-vous bien et on se revoit la semaine prochaine. À 14h de Berlin. Bonne soirée à tous. Au revoir.